Ouais. Du coup, on va envoyer de l'air froid dans la peau du ballon qui est au sol pour lui donner une forme de ballon, une belle forme. Hein. Et quand il sera bien formé, eh ben on va chauffer cet air qui est emprisonné dans la bulle en fait, dans ce ballon. Alors ça c'est la corde qui est raccrochée à la soupape qui est tout en haut du ballon. Et quand on tire dessus, ça tire la soupape et l'air chaud s'en va. Et s'en va vite. Mais si l'air chaud s'en va, le ballon descend vite aussi. Les instruments de bord obligatoires, c'est l'Altivario, Ultimate Variomètre et la radio VHF.
l'association, elle est là pour faire vivre le lieu. C'est que des bénévoles pour l'instant. Voilà, donc ça engendre tout ce qui est habitat, un verger, puis des actions de sensibilisation comme des balades décalées, où là on fait découvrir la biodiversité, et la géobiologie, puis on fait un petit peu de séances de bien-être en même temps. Après il y a des activités comme Anthony qui va mettre en place des initiations à la mosaïque gallo-romaine. Donc ça c'est quelque chose qui touche le patrimoine. Production, donc le potager en permaculture. Donc la permaculture, c'est quelque chose qui va prendre différents chemins suivant les points de départ. Il y a une quinzaine de jours, on a fait une conférence sur les jardiniers des Hucherolles à Chinon, par exemple, et comme j'étais l'animateur de cette conférence, j'expliquais que les jardiniers faisaient de la permaculture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont posé la question de savoir comment faire autre chose que des pelouses dans une cité de type HLM. Donc c'est une démarche. La démarche de la permaculture plus accomplie, je dirais, elle va être sur l'ensemble du cycle, à la fois sur le cycle de la culture, de légumes, etc., et aussi sur le cycle de vie. C'est ce qu'on rencontre ici, où on va plus loin, puisqu'on a déjà une installation humaine et un effort de production qui va se garnir au fur et à mesure. Il peut y avoir au départ effectivement des légumes, avec une question, comment les cultiver au mieux? Donc par exemple sur but, ça c'est Odette pourrait mieux expliquer que moi, puisque moi je l'ai appris d'elle, je dirais, entre guillemets. Mais donc il y a au départ comment on cultive avec le moins d'eau possible, par exemple. Vous voyez, on va rajouter à chaque fois des éléments de réflexion sur cette durabilité, c'est-à-dire sur effectivement comment on peut faire de la culture permanente et incluant les humains. En fait, la permaculture, ça va au-delà de l'agroécologie, puisque ça intègre également l'aspect humain dans la question et la réflexion philosophique même sur qu'est-ce qu'on est en train de faire en communication avec notre planète. Les yourtes, c'est un habitat nomade, donc démontable très rapidement, qui vient de Mongolie. Voilà, généralement, on les fabrique nous-mêmes en autoconstruction ou en chantier participatif. Au niveau de la structure au bois, on peut utiliser plusieurs sortes de bois. Nous, on préfère quand même les bois de la forêt ou alors le Douglas qui est un matériau très résistant et qui craint pas trop l'humidité, la chaleur, tout ça. Et en plus qui est très joli en aspect. Et après pour les toiles intérieures, c'est des draps de récupération. Donc voilà, les draps des grands-mères, et voilà.
d'isolation, il y a plusieurs systèmes d'isolation, hein, mais bon, nous on opte plus pour la laine de mouton. Donc feutré, ou alors il y a plusieurs épaisseurs en fonction justement du climat, parce que ceux qui habitent à Lille, ils ont plus 10 cm d'isolation, ceux qui sont au sud, c'est le minimum. Pour les toiles extérieures, généralement c'est en coton ou en acrylique, mais le coton est beaucoup moins résistant dans la durée et ça prend plus l'humidité, donc ça abîme plus la yourte. Par contre l'acrylique, c'est une toile qui peut aller jusqu'à 10-12 ans si elle est bien entretenue et qui peut être recyclée après pour autre chose. Ça sert toujours des bâches étanches comme ça. Et le mode de chauffage, généralement c'est au poêle à bois. Le but c'est de viser l'autonomie énergétique déjà. Souvent ça passe par des panneaux solaires ou une mini-éolienne. Enfin, dernière question, donc, quels sont les objectifs de l'association? D'être autonome. D'être autonome, créer du lien, partager, échanger, s'amuser. Voilà, tout ça dans le bonheur. Réapprendre à vivre ensemble. Ouais. Embarquement à bord de la Toux Cabanée, Rose des Vents, et de la Toux Sablière, Brise Chapelonne. Vous êtes à bord d'une Toux Cabanée, c'est un des bateaux traditionnels de Loire. Il a été construit suivant des plans de l'époque, des copies de plans de l'époque. Donc ces Toux-là, elles servaient à transporter beaucoup de produits entre l'estuaire Saint-Nazaire et Orléans, et d'Orléans à Paris par le canal. Donc à l'époque, les gens naviguaient uniquement à la voile. Et en fonction du vent ou des courants, des fois entre Nantes et Orléans, c'était 4-5 mois de navigation. Et lorsqu'ils transportaient du vin, à l'arrivée à Orléans, c'était plus du vin, c'était du vinaigre. Surtout que les marins, ils savaient bien piquer un peu de vin et rajouter de l'eau dedans.
Après une pause et un bain de pied, la grande aigrette prend son envol vers un nouveau lieu de pêche. Le grand cormoran n'hésite pas à plonger, mais il devra se sécher en déployant ses ailes. Les estivants ne connaissent ce fleuve qu'à sécher, baguenaudant d'île en mouille, chatouillant les pattes d'un héron flirtant avec la sobre coque d'une toux. Le héron cendré est un oiseau plutôt solitaire. La tradition batelière se perpétue également avec la martinienne à Chouzé-sur-Loire. Corseté par ces digues, rien ne freine les ardeurs de ce fleuve indomptable, charriant à l'océan des troncs d'arbres, ennemis redoutés des bateliers. Cette Loire, riche en biodiversité, serait orpheline sans le vin et son personnage légendaire. François Rabelais, presque 5 siècles après sa mort, n'en finit pas de faire parler de lui avec ses écrits et les incertitudes de sa vie. Après une découverte sans précédent et une enquête approfondie, nous allons vous révéler un des secrets les mieux gardés sur ce célèbre personnage. L'histoire commence au puce de Montsoreau. Gérard, notre compère, rencontre un ami bouquiniste. Il lui raconte qu'en débarrassant la bibliothèque d'un château, un manuscrit très ancien est tombé d'un vieux livre. Il explique alors à Gérard que, survolté par cette découverte, il essaie d'en déchiffrer son contenu. Mais cet écrit datant probablement de la Renaissance et usé par le temps, ne peut être traduit que par un expert avisé. Ça m'arrange pas, puis mes amis ouais, mais t'es pas le premier, ça intéresse pas du reste. Bon, allez, je fais un effort. Gérard a l'idée de consulter un de ses amis, historien à la retraite, qui est renommé pour être capable de déchiffrer les anciens manuscrits. Bref,
C'était le meilleur décrotteur de pattes de mouche existant entre Vienne et Loire. Comment vas-tu? Mais moi, très bien, Super. toujours avec mes livres. Bonjour. Dans ce cadre épatant. Tu vas bien? Ça fait très plaisir de te voir. Écoute, je viens là te montrer quelque chose que je trouvais, un document qui est super et je pense qu'il devrait être intéressant. Très bien. Bien, écoute, assieds-toi. Est-ce que je vais me munir de mon outil indispensable. D'accord. Et je reviens. Moi, sans ça, je présume que c'est un document ancien. Alors ça sort de chez un bouquiniste de Montsoreau qui me l'a confié, moyennant que je lui redonne incessamment, mais par contre il faudrait que ce document puisse être déchiffré parce qu'il est en ancien français, enfin un baragouin que je comprends pas trop. Il n'y a que la signature qui m'interpelle, mais je voudrais que tu me confirmes ce que ça veut dire. D'accord, c'est très bien. Voilà. Oh, il est magnifique, attends. Ben oui, c'est une belle écriture du XVIe siècle. Oui, c'est du français. Je t'avouerai que je reconnais un mot de temps en temps, mais il va falloir du temps pour le déchiffrer. Et tu dis qu'il y a une signature? Regarde. Oh, c'est presque trop beau pour y croire. Alcofribas Nazier, tu te rends compte? Mais c'est l'anagramme de Rabelais, François Rabelais. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Ah, et jamais Rabelais. Alors là, ça n'est plus une plaisanterie, ça c'est le frère de Rabelais. Ben, moi, je ne savais pas qu'il avait un frère. Hein. Et oui, donc c'est un document à prendre très au sérieux. Eh ben, écoute, tu me le confies. Je peux te le confier pour que tu puisses étudier la question et je repasserai dans quelques jours à ce moment-là. D'accord. Hein, je te ferai signe quand ça sera prêt et j'espère parvenir à le déchiffrer. Ça m'intéresse beaucoup. D'accord, écoute, merci. Et puis bon, je repasse, tu as mes coordonnées. Et puis, Bien sûr, mais le temps va pas sans qu'on boive un bon verre de chinon. Bien sûr, ça se ferait pas. Ça. Allez, je vais le chercher. Je t'attends. Quelques jours plus tard, Gérard revient chez cet historien. Ravi de te voir, j'ai une bonne surprise pour toi. Super. Voilà, je me suis donc attelé à la tâche. Oui. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que, figure-toi, c'est un très beau texte, très bien écrit, des fioritures, pas trop d'abréviations, pas trop difficiles. Alors, comme toujours dans ce cas-là, on cherche les points de repère. J'en ai trouvé un qui était important, du Bellay, puisque c'était le protecteur de Rabelais. Ensuite, il y avait le platane sycomore, c'est la sibylle de Panzou. Après, il y a des choses qui m'ont un peu échappé, mais peut-être que toi, tu les comprendras. Alors, voilà ce que j'ai déchiffré. Donc, la première partie du document dit « Non loin de la propriété de l'archevêque du Bellay, de mon platane sycomore ». Alors, ici commence une espèce d'énigme à la Nostradamus. Je ne peux que te la transcrire, je ne peux pas te dire ce que ça veut dire. En grandes enjambées, mon année de naissance tu convertiras, alors là, problème que je n'ai pas su, mais je crois que j'ai bien lu, en direction du mont Sigou, tu te dirigeras. Ça te dit quelque chose? Ah oui, c'est en plein par chez nous, le mont Sigou. Ah, mais c'est magnifique alors. Donc, en direction du mont Sigou, tu te dirigeras, et mon lieu de repos tu trouveras. Et si tu veux trinquer avec moi, lâche le mouton noir. J'espère que vous avez un mouton. On va en trouver, ça ne devrait pas poser de problème, Jean. Très bien. Alors après, il y a quelques tirades burlesques habituelles. C'est là, je n'ai rien, je dois beaucoup à beaucoup de personnes. Je donne le reste aux pauvres, évidemment, il ne reste pas grand-chose. Et puis tirer le rideau, la farce est jouée, ça c'est moins amusant, c'est tout Rabelais. D'accord. Et alors, ce qu'écrit son frère Jamais, qui est lui plus juriste, c'est une espèce de testament, c'est lui qui détenait le testament de son frère. Afin d'être fidèle aux dernières volontés de mon frère François Rabelais, j'ai dû soudoyer généreusement le représentant de l'église Saint-Paul, c'est-à-dire qu'il lui a graissé la patte, copieusement, pour qu'il accepte la soustraction de son corps en toute discrétion. D'accord, donc il y aurait eu, Voilà, on retire le corps de sa sépulture, et un pauvre malheureux sera enterré à sa place au cimetière Saint-Paul-des-Champs, sous le nom de François Rabelais, parce qu'il ne faut pas que la tombe reste vide. D'accord. Alors, l'énigme, je t'ai dit ce que je pouvais te dire, maintenant c'est à vous de vérifier sur place. De toute façon, on va aller faire une recherche, on va faire une investigation des lieux, et puis tout ça, ça c'est sûr, avec tous les membres des copains qu'on a de l'association, on va voir ça. C'est bien équipé. En tous les cas, tiens-moi au courant, parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Bon. Je voudrais savoir ce que c'est. Tu vas pas tarder à avoir de nos nouvelles, certainement, je crois. Je m'en réjouis. Tiens. Allez, merci. Et bonne chance pour la suite. Et merci pour ton travail. C'était un plaisir. Et n'hésite pas à me solliciter pour d'autres occasions.
À bientôt, Paul. Hein. Allez, au revoir, Gérard. Allez, au revoir. Pour ne pas être importuné, François Rabelais demande que sa dépouille soit enterrée dans une cavité souterraine du pays de Bourgueil, dans le plus grand secret et proche de sa terre natale. Gérard part à la recherche des indices de Létine. Ah, voilà les ruines. Ça a l'air vraiment complètement détruit, ça. Ça ressemble plutôt à un pavillon, qui est un des pavillons du domaine du Bellay. Ouais, d'après les informations historiques là qu'on a, ça ressemblerait beaucoup à ça. Mais c'est tout ce qu'il y a comme ruine. On va tabler là-dessus, hein, je pense. On va démarrer de là. Voilà, il suffit de trouver le sycomore maintenant, et puis après l'affaire est jouée. Voilà. Ah, ça me semble pas mal ça là-bas. Après la découverte des ruines et du sycomore, Gérard se rend au Mont Sigou pour déterminer les coordonnées de la direction à prendre. De retour au sycomore, Gérard entame ses grandes enjambées vers une première hypothèse du lieu d'inhumation, vide démenti. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 402, 403, 404, 405, 406, 7, 8, 9, 501, 502, 503, 504, 505, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 81, 82, 83. Ça doit être là. La deuxième tentative sera la bonne, avec l'entrée d'une cavité que l'on devine à peine, bien cachée par la végétation. Je vais aller voir quand même. Allez. Quand même. Ouais, il y a une entrée là. Ça a l'air grand, il est collé contre moi. Ben oui. Tu vois quelque chose? Ça va jusqu'où?
va loin, hein, c'est grand. Hein. À l'intérieur, nous lâchons le mouton. Après quelques hésitations, il s'arrête enfin. Et malgré notre scepticisme, archéologues et spéléologues commencent à creuser délicatement. Les archéologues. Tu passes ton marteau. Merci. C'est bon. Voilà. Mais là... Attends, je suis sur quelque chose là. Ah. Ah. Ah non, on dirait des os. On dirait des os. Regarde. Ah, fais voir. Je vais déjà dégager au pinceau. Alors ça c'est les hanches. Et ben voilà, regarde. À la découverte. Les arcades sourcilières. Génial. Les yeux. Le nez toujours. C'est au prix de quelques efforts qu'apparaît enfin des os, un crâne et différents objets. Et depuis l'extrémité, il fait 1m61. Le corps, la tête est ramassée. Ouais, la tête est petite. Il doit avoir une scoliose comme moi. Bon, on dirait des pièces du début du 16e. Hein. Ah bon? Ouais. On se demandera. Alors la naissance de Rabelais est une naissance un peu étrange, c'est-à-dire qu'on en sait très peu de choses. Il y a plusieurs dates qui vont surgir, 1483, 1494. Donc 94 est généralement retenu comme la date commémorative pour fêter l'anniversaire de Rabelais. Et peu de choses parce que nous n'avons plus de traces, plus de sources. Et nous associons généralement la naissance de Gargantua à la naissance de Rabelais. C'est-à-dire que vous allez avoir une naissance extraordinaire, bien sûr, avec Gargantua par l'oreille gauche de sa mère. Rabelais ne va pas aller jusque-là, mais vous allez avoir une association entre personnage et auteur. C'est-à-dire qu'il y a parfois cette confusion. C'est un auteur qui est toujours un peu insaisissable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand il naît, on ne sait pas à quel âge il décède. Donc il y a cette incertitude perpétuelle. On sait que la maison de la Devinière était transformée en maternité des Champs. C'est-à-dire que la maison appartenait à la famille Rabelais, à Antoine Rabelais, qui était avocat royal à Chinon. Rabelais, semble-t-il, est mort donc rue des Jardins à Paris. Donc ça, nous en sommes à peu près sûrs. La date est incertaine. Certains retiennent la date du 9 avril comme étant sa date de décès. D'autres parleront de fin mars, enfin, une petite incertitude. Et Rabelais est inhumé au cimetière Saint-Paul, donc à Paris. En 1553, donc le 9 avril 1553, si on veut retenir cette date-là. Rabelais est un fondateur de langue. Rabelais est un homme, un écrivain qui aime la langue française et qui va contribuer à installer expressions, mots dans cette langue qui est en construction. C'est-à-dire que nous sommes au XVIe siècle avec Science sans conscience et Corinne de l'âme. Nous allons avoir les heures sont faites pour l'homme et non l'homme pour les heures. De la panse vient la danse. Là, on retrouve un peu cette volonté du corps. Hein. Beuvet toujours, ne meurez jamais. Ça aussi, ça fait partie des grands classiques de Rabelais. À notre grande surprise, la clé découverte lors de la fouille ouvre une vieille porte d'une dépendance de la Devinière. Je vous en prie. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors après de longues investigations au service d'anthropologie de Nice et de l'Université de Paris, nous avons établi le rapport suivant. Les matériels d'étude en présence, un squelette très ancien, mais dans un bon état de conservation, des dents, divers objets et tissus et des restes de bois issus du cercueil. Afin de pratiquer les différents examens sur le squelette, nous avons utilisé plusieurs méthodes. Premièrement, la méthode invasive par prélèvement direct. Deuxièmement, la méthode non invasive qui comprend la morphognostique et la tomodensitométrie avec une image tridimensionnelle.
Troisièmement, le carbone 14. Ah, il faut préciser, mon cher confrère, le carbone 14 résiduel, qui lui est un isotope radioactif du carbone. Ah, oui, c'est important pour le protocole d'analyse. Oui, cela va sans dire, cela va sans dire. Et enfin, la méthode de Berg. Pardon. Conclusion, c'est un individu de sexe masculin, de constitution moyenne. Les analyses au carbone 14, par la méthode de Berg, et l'ADN mitochondrial, extrait de la pulpe d'une des molaires, nous révèlent que son origine génétique est européenne. Elle situe la datation au milieu du XVIe siècle, en pleine période Renaissance. Je dois ajouter, mon cher confrère, que l'extrait de pulpe de chou-fleur prélevé dans une cavité des molaires peut confirmer cette hypothèse. En effet, ce légume en provenance d'Italie a été introduit en France à cette même période. Eh oui, et les bribes de tissu retrouvées près de la dépouille, leur texture à chevron, les couleurs ocre, marine, leurs motifs très travaillés sont caractéristiques des personnages publics de cette même période Renaissance. Alors, les scanners menés ont permis de reconstituer en partie son historique médical. Notre homme, ici présent, souffrait d'athérosclérose. À ne pas confondre avec l'artériosclérose. Oui, en effet, mon cher ami, en effet. Il souffrait également de caries. Comme beaucoup à cette époque. Même si le mot hygiène, qui vient du latin hygiénon, apparaît à la Renaissance, celle-ci reste superflue. La seule odontologie opératoire à l'époque est celle du colporteur et du barbier. À ce propos, un premier ouvrage écrit par Eustachie et décrivant l'anatomie consacrée aux dents distingue une substance corticale externe et une substance intime compacte. Bon, continuons. Notre homme souffrait également d'une légère scoliose. Regardez, vous voyez que son épaule droite était légèrement plus haute que la gauche. Alors, sans doute dû à une lésion du tendon de l'épaule. Moi, je penserais plutôt vers un désalignement de l'axis. Non, c'est pas l'axis d'ailleurs, c'est même plutôt l'atlas. Voilà. Avec répercussion sur l'axis. Et les autres, vertèbres cervicales. Là, je vous entends, mon cher confrère. Là, je vous entends. C'est une autre hypothèse. Enfin, une lésion très importante à la main gauche au niveau du scaphoïde. Oui, mais je rajouterais à proximité du semi-lunaire. Du scaphoïde et du radius. Tout ceci provoqué par un objet métallique pointu, ayant entraîné une plaie avec le développement de bactéries Clostridium tetani. Par conséquent, cet homme est forcément et vraisemblablement mort du tétanos. Cet objet pourrait être une vieille lame de couteau rouillé. Eh bien moi je pense qu'il est hautement probable que ce soit un tire-bouchon. Cet objet indispensable est digne d'un François Rabelais. Car au vu de tous les éléments dont nous disposons, tout mène à penser qu'il s'agit bien de ce personnage emblématique. Bon, écoutez, je vous remets le rapport, vous pourrez le lire. Mais de rien. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci encore.